On devrait faire mieux en termes d'explication, on devrait faire mieux dans la façon dont on essaie, j'allais dire, d'expliquer cette réforme vis-à-vis du public et vis-à-vis du monde. Je pense que historiquement, la droite manifeste moins et moins bien que la gauche, et je pense aussi que la grande manifestation a eu lieu il y a que 2 mois lorsqu'on a été voté. Et si on a eu 64 mandats, c'est parce que énormément de personnes à droite qui avaient l'habitude de ne pas sortir de chez eux pour aller voter aussi le jour des élections ont décidé de le faire cette fois-ci. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Alors, vous êtes membre du Likoud et il faut bien avouer que ces derniers jours, on va dire, pour ne pas parler des dernières semaines, ces derniers jours, on sent une sorte de malaise peut-être au sein de la coalition gouvernementale. Alors, le départ d'Avi Maoz, un départ apparemment rétracté de Meir Porush, l'un des ministres vice-ministre du parti judaïsme de la Torah. Est-ce que, d'abord, premièrement, avant de revenir sur la réforme judiciaire, est-ce que vous avez le sentiment que la coalition est en train de s'effriter, que ça part de tous les côtés ? Alors non, pas du tout. En fait, vous êtes un observateur politique depuis bien plus longtemps que moi, et vous savez que, étant donné que dans notre démocratie, lorsque le budget ne passe pas, le gouvernement s'écroule. Étant donné qu'on est en phase finale de préparation du budget, et qu'il y a un budget qui va être sur 2 exercices, 2 années, c'est le moment où les dissensions sont au paroxysme. C'est le moment où chacun y va de son coup de pression, de son ultimatum, et c'est toujours à ce moment-là qu'on voit le maximum de ce qui peut ressembler à des frictions et à un gouvernement qui s'effrite. Mais si on peut juger réellement des sujets sur lesquels il y a de réelles frictions, sont des sujets qui sont minimes, qui impliquent peu d'argent. Avi Maoz, il voulait effectivement avoir la création d'un espèce de département qui devait être budgété d'une certaine façon, qui ne l'a pas été. C'est pour ça qu'il boude et qui dit je me mets de côté. La même chose chez Yehadut HaTorah qui sont pas contents de ce qu'ils ont obtenu au travers du budget, mais c'était la même chose il y a une semaine, si vous vous rappelez, avec Itamar Ben-Gvir, qui a reçu 2 fois moins que prévu dans le cadre des accords de coalition. Et puis finalement, ça s'est réglé, ça s'est tassé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'analyser toutes ces frictions sous 2 angles. Le premier, le fait que effectivement, j'allais dire la tic-chorette, à savoir les médias, sont vraiment pas les meilleurs partenaires de ce gouvernement. Et le second, nous sommes en période de budget, et tant qu'il ne sera pas voté en 3e lecture, on continuera d'avoir ce genre de titre. Alors, je vais essayer de vous proposer un scénario, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Binyamin Netanyahou, finalement, n'est pas le premier satisfait de toute cette pagaille qui règne au sein de la coalition gouvernementale, en fait, de déclarations intempestives par-ci, par-là, de Smotrich, de Ben-Gvir, de Avi Maoz, d'autres partenaires, parce que finalement, il attend on va dire un coup de pouce peut-être du centre qui pourrait venir à sa rescousse pour former un gouvernement alternatif. Alors je suis d'accord sur l'analyse disant que Benjamin Netanyahou préfère les gouvernements de centre et d'union nationale à des gouvernements, j'allais dire, purement à droite, sauf que cette période est terminée. C'est-à-dire que le manichéisme qui nous a été imposé dans les 4 dernières élections, les 5 dernières élections, justement par le centre-gauche, justement par le fait qu'ils aient boycotté Benjamin Netanyahou, et justement par le fait qu'au travers, notamment de cet arrêt de la conseillère juridique pour le gouvernement, Benjamin Netanyahou ne peut même pas être, j'allais dire, le pont, faire partie de négociations sur la réforme judiciaire dont on va parler. J'allais dire, ça crée un fossé, et ce fossé ne fait que se creuser d'autant plus. Donc, en définitive, même si Benjamin Netanyahou le voulait, la réalité aujourd'hui, c'est que vous avez rien changé à l'équation. Yair Lapid ne rentrera pas parce que ça signifierait que les ultra-orthodoxes sortent, et Benjamin Netanyahou ne prendra jamais le risque de se mettre à dos ses partenaires les plus fidèles. Et le sionisme religieux, pour le coup, quand bien même il viendrait à céder sa place pour Benny Gantz, Benny Gantz, il n'a pas assez de mandats pour faire 61 et offrir quelque chose de stable. Donc en fait, on est dans une situation où même s'il le veut, il ne peut pas. Et en politique, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce que vous pouvez faire, pas ce que vous voulez faire. Voilà.
Donc, Benny Gantz, il a quand même 12 mandats, même s'il y a parmi ses mandats ceux de Guidon Sarr. Mais ça suffit pas, parce que ça fait 64 moins 2, parce que vous en avez 14 de l'autre côté. Donc ça, vous tombez à 62, et 62 avec les mandats de Guy Sarr qui sont, je sais pas si vous avez entendu la façon dont Michal Shir vocifère à la Knesset à l'encontre du Premier ministre, avec un manque de politesse. C'est assez étonnant d'imaginer Benjamin Netanyahou, j'allais dire, mettre son gouvernement dans les mains de personnes qui ne jurent que de par sa perte politique. C'est pas possible. Oui, je disais, c'était assez étonnant d'imaginer qu'il y a encore 2 ans ou 3 ans, un peu plus, elle était au Likoud. Mais enfin, bon. Elle a été à Yeshatid. Bon, elle en a fait plusieurs. Alors, un mot sur la sécurité. Binyamin Netanyahou, monsieur sécurité, là, ça fait 2 mois et une vague d'attentats, on va pas dire sans précédent, mais une vague d'attentats extrêmement forte. Et on a l'impression que le gouvernement ne sait pas comment la gérer. Ça, c'est le bas qui blesse. C'est le bas qui blesse parce qu'en fait, en Israël, depuis 30 ans, on a 2 conceptions sécuritaires qui s'opposent. On a la conception d'Oslo qui dit que pour gérer le problème, eh bien, il faut laisser les Palestiniens s'autogérer et gérer aussi leurs problèmes sécuritaires, donc aussi leurs terroristes. Et puis, on a une deuxième approche qui dit que, en définitive, l'OLP, ses sbires et ses successeurs du Fatah sont restés des ennemis et des opposants farouches de l'État d'Israël. Et tout déguisement, parce qu'on approche de Purim ou de démocratie ou d'accord de paix avec Israël, n'est qu'une autre façon, d'enterrer le maximum de juifs et de détruire l'entité sioniste. Entre ces deux conceptions-là, vous avez la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, par exemple, durant la seconde intifada, elle a été tellement forte que Arik Sharon, qui était pas, je vous le rappelle, il n'était pas considéré comme étant un agneau, hein, ça a été un des premiers ministres qui étaient les plus, on appelle ça en hébreu nitsi, un côté aigle. Eh bien, il a fallu attendre l'attentat terrible du Malone Park à Netanya à Pessah 2002 pour pouvoir faire une opération de grande envergure qui allait à l'encontre de la conception, parce qu'il re-rentrait des soldats d'Israël dans les centres de Naplouse, de Toul-Karem, de Jéricho, j'en passais des meilleurs. Aujourd'hui, la situation au niveau de la conception n'a pas changé. Et donc, le bas blesse, je suis d'accord avec vous, le gouvernement ne donne pas de réponse. La crise sécuritaire qui a débuté avec le gouvernement précédent continue d'être présente. Je ne sais pas si elle s'amplifie, mais en tout cas, c'est sûr que les chiffres sont absolument dramatiques. Il faut faire autre chose. Alors, que faire? Là, quand même, sur ce gouvernement, on a des éléments qui proposent quelque chose de différent. Par exemple, au niveau des lois, une loi pour expulser les familles des terroristes, une loi pour, on a passé la loi, que je pense pas qu'elle va passer en 3e lecture, mais la peine de mort pour les terroristes et notamment la loi à l'encontre des payes, parce que vous savez que l'autorité palestinienne paye au litre de sang juif versé le terroriste et ses proches. Donc on a ici quelque chose qui change au niveau législatif. Ça ne suffit pas. Il faut d'abord et avant tout, pour avoir des résultats, que les choses changent au niveau de Tsahal, au niveau des soldats, au niveau des généraux qui gèrent de décider de changer l'approche. Ce changement-là n'a pas encore été décidé par Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Il y a quand même un 3e et dernier point qui est positif, c'est qu'on a recommencé, pour répondre au terrorisme, à construire en Judée-Samarie, à autoriser des constructions en Judée-Samarie et à reconnaître des nouvelles villes et des nouveaux villages en Judée-Samarie. Alors, on va revenir sur la réforme judiciaire dont la législation se poursuit. Là aussi, un cas de figure. Si Binyamin Netanyahou devait, d'une manière ou d'une autre, geler la procédure, comment réagirait-on au Likoud ? Je pense que si Benjamin Netanyahou venait à geler la procédure, le coup pour le Likoud serait absolument terrible. Et pour l'image de Benjamin Netanyahou serait absolument terrible. Parce que il faut savoir que
malgré ce qui est retranscrit et retransmis dans les médias, eh bien, la majorité écrasante des gens qui ont voté pour le Likoud de Benjamin Netanyahou voulaient d'abord et avant tout un changement sur ce point-là, c'est-à-dire une réorganisation et un réajustement des forces entre les pouvoirs. Pourquoi? Parce que on ne peut plus gérer les problèmes de société, parce que lorsqu'on veut gérer le problème des Érythréens, eh bien Bagat, il annule la loi qui a été votée 3 fois. On ne peut plus gérer les problèmes sécuritaires, parce que lorsqu'on décide d'expulser, par exemple, les familles des terroristes, eh bien Bagat va annuler cette décision. On ne peut plus gérer, etc., etc. C'est-à-dire que l'activisme juridique de la Cour suprême sur les sujets de société sur les 22 dernières années. On rappelle que jusqu'en 95, il n'y a eu qu'une seule loi pour des raisons techniques annulée par la Cour suprême. Depuis 1995, 24 textes de loi qui touchent à tout ce qu'il y a de plus cher, j'allais dire, au caractère juridique, au caractère juif de l'État d'Israël, notamment l'histoire du Hametz, l'histoire des conversions, l'histoire du service des religieux orthodoxes, des orthodoxes, des religieux ultra-orthodoxes à l'armée, je l'ai dit, les Érythréens, etc. Donc on a ici une série de lois qui ont été annulées. Et donc pour les gens au Likoud, cette réforme, c'est, on dit en hébreu, le tzavacha, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui et on le comprend tous. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou ne peut pas faire un pas en arrière. Ceci dit, Daniel, je pense que s'il avait été aux commandes, il aurait fait ce pas. Et je crois que c'est presque, j'allais dire, ou un concours de circonstances ou la main de Dieu, que cette conseillère juridique pour le gouvernement lui a interdit de mener les négociations sur ce texte de loi-là, et que cela a été remis à Yariv Levin, qui s'est autopropulsé en 2 mois d'un député consensueux, mais j'allais dire assez gris au niveau de son charisme et de ses capacités, à peut-être, voire sûrement, le futur héritier de Benjamin Netanyahou. Et pourtant, finalement, Binyamin Netanyahou, même s'il ne peut pas officiellement s'exprimer là-dessus, il a certainement son mot à dire à Yariv Levin. S'il dit, Netanyahou dit à Yariv Levin, gèle la procédure pour calmer les esprits, pour apaiser les tensions, Yariv Levin sera obligé de le faire, non ? Bah pas vraiment parce qu'en fait, comme vous le savez le mieux que moi, hein, l'organisation de la Knesset, le Parlement en Israël a son propre sa propre façon de fonctionner, et à partir du moment où un texte de loi est voté en première lecture, il est en préparation pour la seconde et troisième lecture dans une commission, et si le Premier ministre peut demander à son ministre de la Justice de faire quelque chose, il a beaucoup moins d'impact sur la dynamique enclenchée dans le Parlement, et encore moins sur, pour le coup, le directeur de la commission qui s'appelle Simcha Rothman et qui fait un travail remarquable. Donc je crois que la demande, si vous voulez, c'est pas pour rien qu'à gauche ils ont demandé de cesser et de geler la procédure, parce que s'il s'agissait de négocier et de trouver un terrain d'entente, vous pouvez le faire jusqu'à ce que le texte de loi soit validé, parce que il faut au moins 2 mois pour que un texte de loi soit entériné. En général, c'est beaucoup plus, parce que c'est semestriel, hein. En fait, la Knesset ne fonctionne pas, bien évidemment, 360 jours par an. Elle fonctionne que certains jours dans la semaine pour pouvoir réunir les sessions parlementaires, etc. Et il y a comme je vous l'ai dit, il y a tout un système de préparation, première, seconde et troisième lecture. Il y a même une pré-première lecture lorsqu'il s'agit d'une loi qui est une loi privée, qui est une proposition privée et pas gouvernementale. Donc en fait, cette proposition de la gauche, c'est une proposition qui dit tuer la loi. C'est pas une proposition qui dit négocions sur la loi. Parce que s'il s'agissait de négocier, je vous le dis pour le savoir, au Likoud, il y a plusieurs points sur lesquels on aurait eu un texte de loi complètement différent aujourd'hui. Même le texte de loi qui est voté par la commission aujourd'hui, qui parle de la possibilité de la Cour suprême d'annuler des lois. D'ailleurs, c'est la première fois que ça va apparaître dans la loi, parce que jusqu'à maintenant, ils le faisaient sans aucun texte leur permettant de le faire. À partir de maintenant, ils vont en avoir la possibilité. Donc aujourd'hui, c'est voté sur une majorité de 80% des juges. C'est un pourcentage sur lequel je pense que Yariv Levin et que la droite aurait carrément été prêt à négocier.
Euh, on l'a vu hier soir, il y a un sondage de la seconde chaîne des chaînes 12 de la télévision israélienne qui n'était pas particulièrement favorable au gouvernement. On voit que le gouvernement, la coalition actuelle, aurait perdu au moins 5 députés si il devait y avoir des élections aujourd'hui. On voit que le gouvernement Netanyahou est désavoué tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire. Finalement, comment expliquer tout cela? Est-ce que c'est uniquement le résultat d'un matraquage de la presse, des médias, ou alors finalement il y a une atmosphère qui effraie aussi des électeurs du Likoud, par exemple? Ah non, mais en fait, ils sont consciencieusement mauvais dans leur capacité de prédire le résultat des élections. Parce que Momo Filbert, qui est le seul qui avait donné une victoire à droite sur les 30 ou 40 sondages qui ont été faits sur les dernières élections, a publié un sondage il y a 4 jours disant qu'on était toujours à 64. Et la 2, que vous citez, qui n'a jamais donné la victoire à droite sur les 30 sondages qui ont précédé les dernières élections, en donnant un maximum à 59, nous a remis à 59. Donc ils ont les mêmes sondeurs qui utilisent exactement les mêmes systèmes pour effectuer leurs sondages, qui nous donnent exactement les mêmes résultats. En français, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il y a pas du tout 5 mandats qui 5 mandats, c'est énorme, hein. 5 mandats, c'est plus que tous les manifestants que vous voyez réunis dans tout Israël au summum de la plus grande des manifestations qui a eu lieu, d'accord. C'est presque 200 000 personnes. Donc il y a bien évidemment pas 200 000 personnes qui ont changé d'avis. Il y a juste les mêmes instituts de sondage qui sont de la même façon et qui ont donné à Benjamin Netanyahou 2 jours avant les élections 59, qui lui redonnent maintenant 59 parce qu'ils savent pas lui donner plus de 59, parce qu'ils ne font pas, ils ne changent pas leur façon de calculer, leur façon de sonder l'opinion publique. C'est tout. C'est comme à 13 qui ne cesse de donner depuis 15 ans. Il donne moins au Haredim. Fuchs, sur la 13, à chaque fois, il oublie 3 ou 4 mandats entre Yahadut Torah et Chasse. Il a rien appris et il apprendra jamais rien. C'est comme ça. Alors, une dernière question, Raphaël. Il faut bien avouer que du côté médiatique, face à l'organisation extrêmement bien huilée, en tout cas qui donne l'impression d'être très bien huilée, de la protestation, avec ces manifestations du samedi soir, des manifestations du lundi, des organisations, tout a l'air de bien marcher de ce côté-là, du côté de l'opposition. Et du côté de la coalition, on a l'impression d'être enveloppé d'un grand voile de silence. Personne ne réagit, personne n'essaye d'expliquer le contenu de cette réforme. Comment vous expliquez ce déséquilibre ? C'est une bonne question. D'abord, je me permettrai une remarque. La semaine dernière, il était question de faire une grande grève nationale. La grève, elle n'a pas été suivie. Donc aujourd'hui, ils ont été plus loin dans leur approche. Ils ont dit on va bloquer le pays de force. Voilà. Donc de gré, ça n'a pas marché. Donc faisons-le de force. Les gens n'ont pas voulu perdre de l'argent pour cette cause-là. Faisons-leur perdre de l'argent de force en leur bloquant l'accès à leur lieu de travail sans autorisation de la police. Là, par exemple, sur la 1 menant à Jérusalem, etc. Donc ça, c'est un premier point. Il faut savoir que ce mouvement fait beaucoup de bruit. À chaque fois qu'il y a 20 personnes qui se réunissent, vous avez effectivement un reporter de l'A2 qui est là pour les filmer. Mais dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, on n'est pas du tout dans des sphères, j'allais dire stratosphériques, de mouvements populaires extrêmement suivis depuis le nord jusqu'au sud. On est plutôt très concentré sur le centre du pays et très concentré sur une typologie très particulière de manifestants. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que historiquement, la droite manifeste moins et moins bien que la gauche, et je pense aussi que la grande manifestation a eu lieu il y a que 2 mois lorsqu'on a été voté. Et si on a eu 64 mandats, c'est parce que énormément de personnes à droite qui avaient l'habitude de ne pas sortir de chez eux pour aller voter aussi le jour des élections ont décidé de le faire cette fois-ci, et ont décidé d'envoyer Lapid avec son gouvernement d'union et des frères musulmans, non pas à la maison, mais en tout cas dans les bancs de l'opposition. Et c'est ça la vraie manifestation en démocratie. Et donc, on devrait faire mieux en termes d'explication, on devrait faire mieux dans la façon dont on essaie, j'allais dire, d'expliquer cette réforme vis-à-vis du public et vis-à-vis du monde. Le problème, c'est ce manichéisme qui a atteint la politique israélienne et qui l'a rendu, j'allais dire, tellement
à certains moments, je vais employer ce terme-là, tellement haineuse, eh bien ça nous empêche de pouvoir avoir un réel débat sur ce qui est en train de se dire, sur ce qui est en train de se passer. Et pour des personnes, je pense comme nous deux, Daniel, qui avons un peu de mémoire politique, on sait que de telles propositions ont été faites par Guy Donsart, elles ont été faites par Avigdor Lieberman, elles ont été mises en avant par aujourd'hui 80 ou 75 députés qui citent aujourd'hui, même qui par Yair siègent à la Lapid. Knesset, se seraient rangés derrière une grande partie de cette nécessité de renverser un peu les choses. On se rappelle du professeur Friedman à Kadima, on se rappelle de Yaakov Neyman, on se rappelle de ministres, d'autres ministres de gouvernements de centre-gauche qui ont fait des propositions semblables et qui ont été Chaim Ramon et qui ont été complètement détruits par les médias et par ce système-là. Donc je suis d'accord sur l'analyse, mais je pense qu'au final, on a gagné la manifestation qui compte en démocratie. Il faut continuer à avancer et justement être un peu au calme pour laisser Simcha Rothman et Yariv Levin poursuivre dans leur action positive pour l'État d'Israël. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Hamzallah. C'était ce tour d'horizon très complet, était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée Raphaël. Bye bye. Au revoir.